Bonjour à tous, ça va? La matinée n'est pas trop longue? Eh ben c'est super, ça vient de se passer. Je vous propose de vous raconter une histoire, c'est un peu la récréation, hein, ce talk. Je vais vous transmettre un peu un témoignage d'une migration qui s'est passée dans la douleur. Désolé pour le titre d'ailleurs, c'est un peu bait, mais vu que c'est un Rex sur un projet de migration qui comprend un peu de technique, un peu d'orga, un peu de delivery, etc., trouver un titre pour ça et qui soit vendeur en même temps, c'est un peu compliqué. Donc bon, mea culpa. J'ai gardé quelques minutes à la fin du talk pour que vous puissiez poser des questions, parce que si vous êtes dans le même cas que moi et si vous êtes en train de migrer à Vue 3, j'imagine que vous en aurez certainement. Donc gardez les questions en tête, on pourra y revenir à la fin. Déjà, je pense que vous le savez, enfin j'espère en tout cas, c'est les 10 ans de Bordeaux.io aujourd'hui. J'étais à la 2e édition, ça vous fait une belle jambe, mais moi je suis content qu'à Bordeaux on ait une conférence comme ça, donc je pense qu'on peut prendre 2 secondes et les applaudir. Et alors en l'occurrence, fun fact, c'est aussi les 10 ans de Back Market. Donc ça aussi, ça vous fait une belle jambe, mais je trouvais que c'était marrant, donc je voulais souligner. Merci, il faut applaudir. Petite backstory. Donc ça, c'est les 3 fondateurs de Back Market. Je pense que c'est intéressant d'avoir un peu le contexte avant de passer dans le dur de la migration. Donc Thibaut, Quentin et Vianney, donc ex-CTO, ex-CCO et le CEO actuel de la boîte. C'est une photo d'époque, il n'y a que moi que ça fait marrer, mais bon, c'est assez marrant de les voir un peu plus jeunes. Ils ont créé la boîte en s'enfermant dans un appartement parisien pendant plusieurs semaines. L'idée, c'était d'introduire la sécularité dans la tech, parce que c'était pas vraiment existant à l'époque ou à peine émergent. Et donc voilà, c'était leur mission. Et donc Quentin, qui était le seul du coup technicien de la bande, c'est lui qui a développé la première version de la plateforme à base de Django et d'Angular. Donc on parlait même pas de back ou front à l'époque, c'était du full stack. Et voilà. Et donc l'idée, c'est de valider le concept, de faire en sorte de trouver son marché, trouver son business model, et puis d'aller vite, parce que quand on commence à créer une entreprise, on n'a pas de réserve de cash infinie. Et voilà. Et donc il faut vite valider que ça fonctionne et il faut passer aux étapes suivantes, etc. Donc 2014, il y a 10 ans, on se retrousse les manches, comme je disais, on s'enferme dans l'appartement et on essaie d'avancer au plus vite. Ça, c'était le premier logo de Back Market. Et voilà, le temps compte, on avance. Fast forward, quelques années après, ça, c'est, je pense, la vision de Back Market que vous avez peut-être tous en tête. C'est en tout cas celle qui a commencé à être le plus communiquée à la télé, dans les rues, dans la presse, etc. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était l'image de Back Market, donc un ton un petit peu décalé, un peu drôle. Et donc à ce moment-là, l'état de la stack technique, c'était toujours du Django et du Python pour le service back, parce que pour le coup, on avait scindé le back et le front. Et le front était développé en Vue et en Next à ce moment-là. Donc on avait fait une migration du code front-end. Donc on continue à affiner les services, la boîte grossit, les équipes arrivent, l'ingénierie prend sa place, on met en place des processus, etc. On s'héberge sur AWS, un peu comme beaucoup hein, dans l'industrie. Et voilà. Là, vous avez en face de vous les 3 grandes époques, on va dire, de la plateforme technique de Back Market. Donc les premiers temps en Django et Angular, avec ce joli logo tout vert. L'étape qu'on vient de voir à l'instant, que vous avez tous connue à un moment donné, quand vous regardiez Koh-Lanta, peut-être, les pubs, à ce moment-là, elles passaient beaucoup. Donc on a un monolithe en Django, on a un monolithe en Vue et Next 2 à l'époque, et on est hébergé sur AWS. Et alors ces derniers mois, on a beaucoup travaillé pour splitter le monolithe Django en microservices, en Python et en Go, pour splitter le monolithe Vue Next en web application, et pour migrer vers GCP, pour plein de raisons dans lesquelles je ne rentrerai pas aujourd'hui. Alors, qui je suis, moi, pour en parler? Je m'appelle Guillaume, je suis staff engineer chez Back Market. J'ai rejoint la boîte il y a 3 ans et demi, à peu près. Et en l'occurrence, j'étais le lead du projet de migration vers Vue 3 et Next 3 pendant un peu plus de 2 ans. Donc, j'étais aux premières loges pour voir à peu près tout ce qui s'est passé, autant dans la technique front que le reste de la plateforme, que les discussions un peu politiques de priorisation et compagnie. Donc, on va y revenir après. Staff engineer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rôle qui suit la track technique. Donc quand on devient senior, après ce qui s'offre à nous, généralement, c'est le management. Mais quand on suit la track technique, ce qui existe aussi chez Back Market, on devient staff. Et puis après, il y a principal, fellow, distinguished, etc.
Le staff, c'est quelqu'un qui sort des équipes, qui ne produit plus de features au quotidien. Il est vraiment là, un peu comme les architectes, on a beaucoup ça en France. On est là pour faire un peu la glue entre les équipes, essayer de faire en sorte que les process soient bien efficaces, faire des choix stratégiques aussi à certains moments. Et voilà, on est vraiment en support technique pour tout le monde. Vue 3 est annoncé le 18 septembre 2020, à la surprise générale. Il y en a qui le voyaient venir, mais la date, en tout cas, n'était pas prévue. Et pour en avoir discuté avec des gens de l'écosystème Vue, dont de l'équipe de Nux Labs, c'était une grosse surprise. Et du coup, ça fait un peu un effet Big Bang, d'autant plus que cette version de Vue n'était pas vraiment gérée pour être rétrocompatible, comme ça existe en React. En général, quand on migre de version, enfin quand on met à jour en tout cas la version majeure de React, on a du temps pour se faire aux nouvelles API, on n'est pas obligé de tout changer dans le code à la fois. Sauf que là, ce n'était pas le cas. Et dans le cas de Back Market, la codebase est assez grosse. On a une trentaine d'équipes qui bossent sur toutes les pages du site. On a toutes les pages qui sont customer facing, on a 3 back-office, on a beaucoup de code. Et donc migrer tout d'un coup en Vue 3, c'est compliqué, et c'était vrai pour tout l'écosystème. À partir de ce moment-là, toutes les librairies, tous les frameworks qui sont basés sur Vue, en gros, étaient sur les starting blocks, et ont commencé à adopter Vue 3 le plus vite possible, parce que sinon, ça allait être compliqué. Mais ce qui veut dire que nous, ça nous mettait dans l'embarras, parce que vu qu'on utilisait Nuxt sous le capot dans notre codebase, tant que Nuxt ne passait pas à Vue 3, on était bloqué, on ne pouvait pas passer à Vue 3. Et alors l'effet pervers que ça a, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on devient tout doucement obsolète de plus en plus. On ne reçoit plus les nouvelles features qui sont développées, qui sont uniquement développées pour la version Vue 3 des librairies en général. On ne reçoit plus les bugs fixes, ni les failles de sécurité qui sont fixées, etc., etc. Donc quand on voit arriver ça, nous, on est un peu entre le marteau et l'enclume, et on se dit, oulala, comment ça va se passer? Je ne sais plus à quel moment ça a été annoncé, mais en gros, pour vous donner un peu un ordre d'idée, ça a été annoncé en 2020, la sortie de Vue 3, et la fin de vie de Vue 2, c'était 2023. Donc on avait 3 ans pour migrer, où on était encore plus obsolète, et on était vraiment dans la panade. Pour un site e-commerce, ça devient un peu compliqué. Donc voilà, nous on est dans cet état-là, vous connaissez ce même, hein, c'est assez classique. Je vous le raconte en accéléré, mais encore une fois, c'est long. Et donc nous, on est aussi dans les starting blocks, on essaie d'être patient, mais on attend vraiment de pied ferme Nuxt 3. Et encore une fois, pour en avoir discuté avec les équipes de Nux Labs, ils étaient tout aussi surpris que nous. Eux, ils avaient une feuille de route qui était claire, ils avaient plein de travaux dans les cartons. Et donc intégrer la migration à Vue 3 en même temps, c'était très compliqué, et ça a repoussé d'autant la sortie de la nouvelle version majeure. Donc du coup, on fait ce qu'on peut, on étudie les changements qu'apporte Vue 3 et on commence à anticiper un peu les changements qu'il va y avoir à faire dans notre codebase. On essaye d'anticiper un peu ce qu'on va voir dans Nuxt 3, mais on ne peut pas être sûr du livrable final, donc on essaie de faire des hypothèses. On prend des décisions techniques aussi. Vue 3 améliore grandement le support de TypeScript, donc évidemment on va passer à TypeScript parce que ce n'était pas le cas avant. Et on décide aussi de prendre quelques opportunités, quitte à migrer sur Vue 3 et à passer à TypeScript, osant découper le monolithe et faire en sorte de résoudre des pains qu'on a un peu au quotidien. Le 11 octobre 2021, donc 1 an plus tard, nous, ça fait 1 an qu'on est en train de trembler et qu'on se demande comment on va être mangé, à quelle sauce. Nuxt 3 Beta sort avec Nuxt Bridge. Nuxt Bridge, c'était une tentative de backporter, entre guillemets, des features de Nuxt 3 dans Nuxt 2. Donc l'idée, c'était de nous permettre d'anticiper un peu ces changements-là et de commencer à adapter notre codebase et de faire en sorte qu'une fois que Nuxt 3 stable allait sortir, la migration puisse se faire plus facilement. Donc on en discute évidemment avec mon manager, et puis nous on avait les crocs, hein, ça faisait 1 an qu'on attendait, donc on se dit qu'on va tester cette fonctionnalité-là. Donc, mon sang ne fait qu'un tour, je vais voir la documentation, je suis scrupuleusement toutes les étapes d'utilisation de Nuxt Bridge, et évidemment, pour une codebase qui est aussi grosse que la nôtre, les Let's Get Started de toutes les frameworks du monde, ça échoue la plupart du temps, donc c'est ce qui m'est arrivé. Pour être sûr, je suis revenu à l'étape 1, je lis la documentation, je vérifie si j'ai rien oublié, etc., etc. Je boucle, je modifie des milliards de fichiers, je réinstalle 30 000 fois mes modules NPM, je pleure, je me roule par terre, enfin bref, vous pouvez imaginer le truc. Et alors, au-delà du résultat, qui est donc un échec cuisant, hein, on est d'accord, l'approche que j'avais utilisée était pour le coup vraiment naïve et en tout cas très contre-productive, très time-consuming, parce que en gros, je faisais tout sur ma machine en local.
j'ai installé, enfin j'avais le clone de mon projet en local forcément, j'ai installé Nuxbridge, je commençais à faire toutes les modifications et dès que j'avais un échec, j'essayais de revenir en arrière, de voir si j'avais pas oublié quelque chose, etc., etc. Ça prend énormément de temps et c'est assez compliqué à suivre. Donc, impossible de changer quelque chose dans les étapes. Si, arrivé à la 20e étape, je me perçois qu'à la 3e, j'ai oublié quelque chose, ou je veux en tout cas tester quelque chose qui pourrait fixer potentiellement mon échec, bah, je suis marron, il faut que je revienne en arrière. Impossible de comparer deux hypothèses, parce que quand on est devant un échec, bon, on a potentiellement plusieurs façons de le fixer, mais si je veux le tester, il faudrait que j'ai un deuxième clone à côté, à la limite, mais ça devient très compliqué très très vite. Impossible de faire contribuer les autres personnes, parce que là, encore une fois, on sait très bien le cas où ça ne marche pas chez moi, mais ça marche chez lui, etc., etc. Moi, je suis sur Linux, d'autres sont sur Mac. Bon, bah, impossible de partager ce travail-là. Et donc, encore une fois, extrêmement chronophage, parce que je devais réinstaller en permanence mes modules, c'était très compliqué. Et donc, j'ai décidé je me suis dit que je pouvais tirer parti de Docker. J'ai créé une méthode qui me permettait de gagner du temps et justement de pallier un peu à tous les problèmes qu'on vient de voir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Docker, j'imagine que c'est le cas quand même pour tout le monde, mais c'est juste un outil qui permet de packager des applications comme des serveurs web par exemple, et après de les distribuer. C'est certainement comme ça que votre projet web est distribué aujourd'hui sur Internet, mais voilà, moi je m'en suis servi autrement. Donc l'idée de Docker, c'est qu'on crée un Dockerfile, donc ce fichier de configuration-là, on y met quelques lignes, et en 3 secondes, en quelques lignes, on a un serveur web qui tourne. Donc là en l'occurrence, le from, en gros, dit quel est l'OS de départ que j'utilise. Donc là, en ce qui me concerne, c'est une Debian, enfin c'est une version de Node, on va dire. Je me place dans un dossier, je déclare des variables d'environnement, je copie les fichiers de mon clone dans l'image Docker, je run quelques commandes, donc installer le build classique, et ensuite je dis que mon serveur web, il expose le port 3000, c'est le port de mon serveur web, et je lance le fichier qui a été compilé juste au-dessus. Très simple. Et à partir de là, ben, j'ai juste à rajouter toutes les étapes de la documentation de Nuxbridge, de les commencer, de rajouter des patchs, etc., et de faire en sorte d'avoir une recette exhaustive et claire de ma migration. Si jamais je veux modifier le code, si c'est une modification qui est relativement succincte, sur une ligne, on va dire, je peux utiliser un outil qui s'appelle sed, qui est dans un terminal que tout le monde a aujourd'hui. À base d'expressions régulières, on peut dire je remplace tel mot par un autre. Si c'est juste un changement de fonction, bon, c'est assez facile. Si j'ai des modifications qui sont plus grosses, bah, j'ai juste à utiliser patch ou git diff qui créer un patch finalement. Ce que vous voyez à droite, c'est ce qu'on appelle un patch. Et ces fichiers patch-là, je peux les mettre dans ma branche, les exécuter à chaque fois dans mon Dockerfile et faire en sorte de modifier beaucoup plus de portions de code et beaucoup plus facilement. Encore une fois, très lisible, c'est exhaustif, je vois tous les changements que j'ai pu réaliser, je peux revenir en arrière, c'est assez cool. Donc, ça, c'est un extrait du Dockerfile qui m'avait permis de tester Nuxbridge à l'époque. Donc, on peut voir que c'est un peu plus complexe. Hein. L'exemple que je vous donnais avant, c'était simplifié. Mais ça reste le même principe. On a des variables, on copie des fichiers, on exécute des commandes. Là, en l'occurrence, je mets plusieurs commandes à la chaîne parce que ça me permet de les cacher toutes en une seule fois. Et voilà, j'ai ma documentation vivante, elle est dans la PR. Les gens peuvent venir voir et comprendre pourquoi j'ai fait telle action ou tel patch à tel moment. Je reportais des issues dans les repos upstream qui me permettaient aussi de continuer à avancer sur d'autres trucs pendant que ça se fixait avec les équipes core. Et voilà, je pouvais avancer. Donc, exhaustif, je peux revenir sur les étapes précédentes, parce que si je m'aperçois qu'à la ligne 13, j'ai oublié, par exemple, de copier un fichier ou de lancer une commande, je peux tout à fait le faire, et relancer la compilation de mon image Docker, et ça fonctionne très bien. Je peux passer ce Dockerfile à quelqu'un, il va pouvoir l'exécuter sur sa machine, qu'il soit sur Linux, sur Mac, sur Windows, peu importe, ça fonctionnera pareil. Si jamais j'ai envie de tester plusieurs hypothèses, un bug de linting, de JavaScript ou je ne sais quoi, si j'ai plusieurs hypothèses pour fixer ce truc-là, je peux me faire un fork de ma branche, tester une nouvelle variante, avoir mes deux images qui tournent à côté et vérifier les comportements. Chaque ligne est donc mise en cache, donc si je ne la modifie pas, ma ligne, quand je vais recompiler mon image Docker, bah, ça prendra 0 temps, parce qu'il va réutiliser le résultat de la compilation précédente. Et aussi, à chaque fois qu'une nouvelle version de Nux va sortir, donc là on est sur la bêta, on est sur Nuxbridge, quand les RC vont sortir, quand la version stable va sortir, ben, j'aurai juste à reprendre mon Dockerfile, changer la version Nux que j'installe, et ça marche. Donc là, ça représente une année de test. Nux 3 Bridge est sorti donc le 11 octobre, et pendant une année, je me suis amusé tout seul dans mon coin
à continuer à compiler mon Dockerfile, à rajouter des patchs, à rajouter des fixes, à discuter avec les équipes. Et avec l'espoir qu'un jour, ça commence à fonctionner. Donc, arrivé au 20 avril, on a commencé à avoir les premières RC qui sont sorties. Malheureusement, ça ne fonctionnait pas encore. Il y avait des erreurs à la compilation, des erreurs dans les tests. Le serveur ne tournait pas. Arrivé à la RC 11 en septembre, donc on voit qu'ils ont quand même pas mal carburé dans l'équipe de Nuxt. Là, ça commençait à fonctionner. On commençait à avoir un serveur qui popait, un port qui écoute, qui rend des pages qui ne sont pas complètes, qui ont encore des bugs, mais ça commençait à être prometteur. Et finalement, le 16 novembre, donc un an plus tard, encore une fois, 2 ans après la sortie du 3, la version stable de Nuxt 3 est sortie, et là, on peut vraiment commencer à planifier le projet et à fixer les derniers bugs restants, parce qu'il en reste encore un petit peu. Donc, planifier le projet, parce que je parle de migration depuis le début et pas juste d'une mise à jour sur Vue 3, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on a pris des opportunités, quitte à changer tout le code, autant être un peu plus courageux et corriger des pains qu'on avait au quotidien. Une d'elles était le fait qu'on ait un monolithe. Alors, avoir un monolithe, c'est pas un gros mot, il n'y a pas de souci, ça a très bien fonctionné pour nous pendant des années. Par contre, ça a des inconvénients, et en l'occurrence, nous, on est une plateforme e-commerce. Et là, en ce moment, entre la rentrée des classes et Noël, c'est ce qu'on appelle la haute saison, et avec le pic étant le Black Friday. Quand on est en période de Black Friday, on n'a pas le droit à l'erreur. Si on a le site qui est down pendant 1 heure, on perd des centaines de milliers d'euros. Ça peut être dramatique pour certaines entreprises, et en tout cas, nous, on n'a pas envie de se frotter à ça. Donc, ce qu'on fait pendant la semaine du Black Friday, c'est qu'on fait un code freeze. Plus aucune contribution ne passe, ou en tout cas, on est déployé en production, et comme ça, au moins, on essaie de se sécuriser un petit peu. Sauf que ce n'est pas très safe, on peut faire autrement. Et en l'occurrence, une des premières étapes, c'est de découper ce monolithe pour essayer d'isoler un petit peu les applicatifs qu'on a chez Back Market. Donc en l'occurrence, dans le monolithe, depuis toujours, on avait à la fois les pages customer facing, tout ce que vous voyez vous en tant que public, et on avait aussi 3 back-office pour les 3 types de personnes qui utilisent ces back-office-là, donc les agents care, donc qui font la prévente, si on veut, chez Back Market, les sellers, qui sont donc ceux qui reconditionnent vraiment les produits. Nous, on est juste une marketplace, on ne reconditionne rien directement. Le staff de Back Market, et après, on a rajouté d'autres applications. Donc, découper le monolithe, ça permet d'avoir un code freeze qui est beaucoup plus ciblé. On peut code freezer uniquement le front office, laisser les back-office tranquilles, les sellers peuvent continuer à rajouter des choses et à avoir des nouvelles fonctionnalités, des bugs fixes, etc. Ce n'est pas du tout gênant. Deuxième point, ça permet d'éviter les noisy neighbors. Si jamais il y a un back-office qui introduit un bug par une contribution, ça arrive tous les jours, on est d'accord, on évite de casser ou d'embêter en tout cas le front office. Lui, il continue à faire sa vie, il n'y a aucun problème, et voilà. Et enfin, ça permet aussi d'être plus flexible dans les configs, parce que du coup, chaque applicatif est un site Nuxt à part entière, il a sa propre configuration, il a son propre cache, ses propres générations de pages, on peut faire du SSR, des pages statiques, etc., etc. Pour le coup, on est isolé, et pareil, encore une fois, on évite d'introduire des régressions dans d'autres applications. Donc la deuxième opportunité, c'était de passer à TypeScript, parce qu'encore une fois, le monolithe était en JS, on était dépendant de Vue 2 et de Nuxt 2. À l'époque, TypeScript, il y avait une espèce de support, mais c'était vraiment minimal, et c'est de la faute de personne. Mais Vue 3, en tout cas, apporte un support amélioré de TypeScript, Nuxt 3 aussi. Donc encore une fois, autant s'en servir. Et voilà, donc on planifie ça. Je vous passe tous les autres détails, parce que c'était une migration qui était évidemment beaucoup plus importante que juste découper le monolithe et adopter TypeScript. On a évidemment un big bang sur toutes les dépendances qui vont être mises à jour, parce que ça fait 2 ans qu'on attend de pouvoir mettre à jour nos dépendances qui sont toutes passées à Vue 3 depuis, donc ça fait un peu big bang dans les dépendances. On a même des remplacements de dépendances, parce que certaines ne fonctionnent qu'en Vue 2 et pas en Vue 3. Sur Vue 3, il y a des nouvelles versions, etc. On adopte un monorepo qui simplifiera aussi la DX et les contributions au quotidien. Donc dans un même repository, on a toutes ces applications et le code commun qui sont importés dans ces applications-là. Mais du coup, il faut quand même être relativement raisonnable. Il ne faut pas mettre la terre entière dans ce projet-là, parce que l'idée, c'est de garder un temps de migration le plus court possible pour éviter les imprévus, pour éviter l'effet tunnel, et puis parce qu'on veut continuer à délivrer de la valeur au quotidien. On veut continuer à développer des features et à les mettre en production. On ne veut pas juste se concentrer sur la technique. Donc voilà, il faut savoir prioriser, il faut savoir postponer, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Mais en l'occurrence, des imprévus, on en a eu, et surtout un important. Le projet était sur le point de démarrer littéralement, je crois que c'était 2 semaines après on commençait le projet. On nous annonce que l'identité visuelle de Back Market va changer, qu'elle est prête et qu'elle doit être délivrée dans les 6 mois.
Et alors là, du coup, bon, bah, ça fait un peu effet bambou sur la tête. On commence à regarder quelle est cette nouvelle identité visuelle, quel impact ça va avoir sur le code. Et il se trouve qu'elle ressemble à ça. Donc je vous fais l'avant-après, avant, après. Ici, on peut voir qu'on a 4 couleurs. Il y a un jaune qui n'est pas dans la slide. Ici, on en a beaucoup plus. Et c'est même plus des couleurs, c'est des moods. Donc, ça ne s'utilise pas de la même façon. On a un principe de pattern qui arrive pas mal dans le site. Les illustrations sont nouvelles. On a des nouvelles fontes. En gros, tous les design tokens du site doivent être refaits parce qu'on utilise un design system avec des design tokens. Et ça veut dire que l'équipe design system qui bosse au quotidien sur cet outil-là, bah, au lieu de migrer sur Vue 3, il va devoir refondre tous les design tokens et il sera occupé pendant des semaines. Sauf que pour nous, c'est pas possible. On était à 2 semaines de commencer le projet. C'est no way. Donc du coup, on commence à discuter avec les équipes. Et c'est pas simple. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Je me suis spoilé. Donc il faut refondre les design tokens, il faut redesigner les pages. Ça aussi, c'est important. À l'origine, notre projet de migration sur Vue 3, c'était juste un projet technique. On savait très bien ce qu'on faisait, on est des ingénieurs, on connaît Vue, Next, TypeScript, c'est bon, on gère. Là, nouveau design system, nouveau layout de page, ça veut dire qu'il faut intégrer les designers, il faut intégrer les PM, il faut faire une QA beaucoup plus générale sur le site. Tout de suite, c'est un encore plus gros projet qui va demander encore plus de temps et qui va devoir demander de la synchronisation entre les équipes. Donc, beaucoup plus compliqué à gérer. Donc on a discuté avec d'un côté la brand et le marketing et de l'autre côté les ingés web et mobile pour essayer de trouver un consensus et faire en sorte qu'on arrive à avancer tous ensemble parce que on a tous envie de créer notre projet, de le délivrer. Et pour le coup, de notre perspective, ils nous bloquent complètement avec leur projet et on se demande légitimement s'ils n'auraient pas pu l'anticiper, la communication, de nous dire plutôt qu'il y avait une nouvelle brand qui était en projet parce que j'imagine qu'ils l'ont pas pendant une semaine. Et on aurait pu essayer d'intégrer ça dans le projet. Sauf que si on est honnête avec nous-mêmes et qu'on prend un peu de recul, eux, ils se disent la même chose. Nous, on a prévu un projet de migration sur Vue 3, de découper le monolithe, de mettre TypeScript, etc. C'est génial. Ça les bloque dans leur projet de rebrand. Et si on avait mieux communiqué avec eux aussi, ils auraient pu l'anticiper, on aurait pu encore une fois faire un consensus. Donc on reste humain, on discute, on essaie de trouver des solutions. Et en l'occurrence, la solution qu'on a eue, ça a été d'inverser la livraison de la nouvelle brand. On devait faire web et mobile, ça a été mobile puis web. Et du coup, en l'occurrence, Chapter Mobile, cœur sur vous, parce que ça nous a évité de passer 3 mois à juste attendre que l'équipe DS soit dispo pour passer à Vue 3. Donc voilà. À partir de là, c'est parti. On crée une task force. Les contributeurs commencent à migrer le code. Donc on a le repository du monolithe qui est d'un côté. On a un nouveau monorepo qui existe à côté. Et au fur et à mesure, on commence à migrer les fondations du site. On passe à Vue 3, on passe à TS, etc., etc. Ça se passe relativement bien. Évidemment, il y a des soucis au quotidien qu'il faut gérer, mais bon, c'est la vie de toutes les migrations. Et tous les chapters techniques de Back Market sont impliqués parce que changer l'intégralité du front et encore plus avec l'aide des designers et APM pour le layout, ça touche aussi à la sécurité, forcément, ça touche au SRE, ça touche à la data, ça touche à l'infrastructure. On a dû créer une nouvelle infrastructure pour ces nouvelles applications-là qui ont leur vie propre dans Kubernetes. Donc voilà, c'était un projet massif. Et aujourd'hui, on a 95%, je crois, de pages du front office qui sont migrées. Il nous reste quelques pages de back office, mais bon, on a réussi à passer et à migrer le front office, c'est déjà pas mal. Petit détail technique, pour ceux qui utilisent Next et ou Vue, je pense que ça vous intéressera, et surtout si vous êtes en train de migrer sur Vue 3 à Next 3. Comme je vous le disais, on a pris le monolithe, on l'a découpé en plusieurs applications, et ces applications-là, elles ont forcément des fois des couches communes. Un module qui va gérer le design system, un module qui va rajouter du logging, des traductions, de la perf, je ne sais quoi. Ce code-là, on le met dans ce qu'on appelle les packages, du coup dans le monorepo, donc c'est un dossier à part. Sauf que ça peut prendre plusieurs formes. Si on suit les features de Next, on a à dispo les Next modules et les Next layers. Les deux peuvent faire le boulot. Dans les deux cas, on peut se partager des composants, injecter à peu près ce qu'on veut dans l'application finale. On a testé les deux, et pour le coup, les Next modules ont l'avantage d'avoir un playground. Donc déjà, les Next modules, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quelques API en JS qui permettent d'injecter des choses côté serveur, côté client, et qui peuvent, encore une fois, donc, injecter des composants, des librairies, des fonctions, ce qu'on veut.
il y a un playground dans les modules qui permet, c'est un peu comme Storybook si on veut pour un design system, ça fait popper un dev server et on peut du coup tester son module sans avoir à lancer toute l'application à côté. Donc c'est assez pratique ce playground, ça offre pas mal de possibilités, encore une fois dans les Next modules on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Par contre les inconvénients c'est que les types qui sont générés pour ce module-là ils sont dérivés du playground. Donc, du coup déjà philosophiquement parlant c'est un peu bizarre. Et ça nous est arrivé d'avoir des types un peu cassés ou en tout cas pas exploitables dans l'application finale. Donc ça, c'est un premier quirk. Le deuxième, c'est que le module, pour pouvoir l'utiliser dans l'application finale, vu qu'on est dans un monorepo, ça nécessite qu'on le build et qu'on génère les types. Sinon, dans l'IDE, si on n'a pas généré les types avant, on a beau faire des modifs dans le module, on n'aura pas les bons types dans l'application finale. Et ça peut être un peu disruptif, c'est un peu gênant. Les Nuxt Layers, grosso modo, le principe, c'est que c'est un sous-site Nuxt, qu'on peut lancer dans son terminal et dans son navigateur. Et en fait, ce site-là, il va être hérité dans l'application principale. Donc on a le front office, par exemple, qui va aller chercher un autre sous-site Nuxt, qui s'appelle un Nuxt Layer, et il va hériter de tous ses composants, toutes ses pages, toute sa config, etc. C'est vraiment un héritage à 100%. Donc ce qui est pratique, c'est qu'on n'a pas besoin de playground, et ça offre encore plus de possibilités, parce qu'encore une fois, on peut vraiment hériter de pages dans ces layers-là. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il y a la possibilité de leaker des informations. Donc dans l'application finale, front office en l'occurrence, par exemple, on n'a pas envie de leaker des configs qui ont servi pour le dev à l'autre bout du repository. Donc il faut faire attention. Dans les deux cas, Nuxt Module, Nuxt Layer, il y a des inconvénients qui sont quand même assez disruptifs, mais pour le coup, on a fait le choix d'utiliser les Nuxt Layer, donc on est en train de migrer les modules en layer. Et voilà. C'est le choix qu'on a fait en tout cas. Ensuite, navigation côté client. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît tous, mais on ne se pose pas vraiment la question au quotidien des impacts que ça peut avoir. Et en l'occurrence, quand on a commencé à imaginer l'architecture, l'infrastructure qui était liée au projet, si on se représente un petit peu ce qu'on a dans GCP, là en l'occurrence maintenant, on a un pod qui a pastrami, je simplifie l'exemple, mais on a le monolithe d'un côté, et on a toutes les applications qui sont à côté. Qu'est-ce qui se passe si je prends mon téléphone, j'appelle Backmarket, je passe par l'ingress, qui est donc le premier composant dans mon infrastructure, et j'arrive sur le monolithe. Admettons la page principale, la page d'accueil du site est encore sur le monolithe, elle n'a pas encore été migrée. Je suis sur le monolithe, j'ai des liens devant moi, j'ai des cartes avec des produits, etc. Je clique sur un produit, sauf que la page produit, elle a déjà été migrée sur front office. Donc c'est un autre pod, un autre serveur Nuxt, une autre logique complète. Et bien, si je ne change rien dans mon code du monolithe, je vais naviguer côté client, je ne vais pas repasser par l'ingress, et en fait, je vais avoir dans mon navigateur la page produit du monolithe, ce qui est tout de suite un peu gênant. Donc on a dû mettre en place un middleware dans le routeur de Nuxt pour essayer de comprendre à chaque fois qu'on clique sur un lien, est-ce que ce lien a été migré ou pas, est-ce que je change d'application, parce que l'inverse est vrai, si je suis dans front office, je veux pouvoir revenir au monolithe. Et du coup, dans ce cas-là, on refait une navigation HTTP et on arrive sur l'autre serveur. Dernier truc à noter, on se rend assez vite compte quand on utilise Nuxt que c'est fait pour des petits sites, petits, moyens sites. Et c'est pas un jugement, hein, j'ai rien contre les petits sites, j'ai rien contre Nuxt non plus d'ailleurs. Mais pour nous qui avons une codebase qui est quand même assez large, on est une trentaine d'ingénieurs front web aujourd'hui, on a à peu près une vingtaine d'équipes comme je disais tout à l'heure. Chacun se sépare, se découpe en tout cas toutes les pages du site internet et même certains composants dans les pages. On se rend très vite compte que Nuxt n'offre pas suffisamment d'options pour configurer le site plus finement et en tout cas attribuer des ownerships clairs à certaines configurations. Donc typiquement, la configuration principale du site sur Nuxt, c'est Nuxt config. Il y a beaucoup de règles qui sont liées aux pages, donc de caching par exemple, ou de génération de pages, le mode de rendu, qui sont faites dans ce fichier-là et qui ne peuvent pas être extraites dans d'autres fichiers. Donc très vite, quand on est 30 ingés à vouloir modifier les mêmes règles dans un seul fichier, ça devient vite compliqué, on a des conflits, et en tout cas, dans le code owners, on ne peut pas clairement dire cette config est à telle équipe, et c'est problématique au quotidien. Donc c'est quelque chose qu'on discute avec les équipes de Nuxt, pour le coup, parce que Nuxt Labs, la boîte qui a été créée par Sébastien Chopin, le créateur de Nuxt, est à Bordeaux, et ils sont venus nous voir, c'était mi-octobre, donc on peut voir Sébastien Chopin qui est à droite là-bas. Donc on a passé la matinée ensemble, on a discuté un peu de tous ces sujets-là, de notre migration, des écueils qu'on pouvait avoir, les Nuxt modules versus Nuxt Layer, la façon de fetcher les données, etc. Et c'était très instructif. En l'occurrence, il valide la solution Nuxt Layer, donc si jamais ça peut vous intéresser.
Mais bref, on va essayer de continuer dans le temps à discuter avec eux et à lui donner des feedbacks sur ce genre de projet, parce que apparemment des projets aussi gros que le nôtre, il n'y en a pas tant que ça, et en tout cas, il n'a pas beaucoup de feedback à ce niveau-là. Les prochaines étapes, parce qu'encore une fois, là, on a fini de migrer quasiment le front office chez nous, il nous reste encore beaucoup de boulot sur le back office, et on va le terminer dans les prochains mois, mais on se projette un petit peu déjà à la suite. C'est que la nouvelle architecture qu'on a adoptée, du coup, nous permet de créer de nouvelles applications relativement facilement. La Creative Pages que vous voyez, la troisième en partant de la fin, c'est une application que j'ai créée après ou pendant la migration. Ça nous permet d'héberger des pages très créatives avec des librairies qui sont beaucoup plus lourdes. Vu qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience sur ce sujet-là, on s'est dit on va le ségréguer dans une application à côté, on ne va pas le mettre dans le front office pour éviter justement les noisy neighbors, les soucis de régression qu'on pouvait avoir. Cette application-là, je l'ai créée à 100% en 10 PR dans notre org GitHub, en comptant l'infrastructure, le code JavaScript, le design system, enfin tout ce qu'on pourrait imaginer et qui pourrait être lié à une application. 10 PR et j'avais mon application. Donc là, on est en train de créer la page de login, donc front accounts, qui est séparée dans un autre serveur aujourd'hui. Et on se projette aussi à, pourquoi pas, extraire la page de paiement pour des raisons de sécurité, par exemple. On va bientôt passer aussi à la génération des types, parce que maintenant qu'on a le support de TypeScript, on va pouvoir avoir des vrais types, pas hard-codés manuellement dans la codebase. On utilise OpenAPI, enfin c'est assez commun, hein, donc tous les endpoints qu'on a vont pouvoir nous générer des types TypeScript et on va pouvoir les utiliser au quotidien. Et le premier Black Friday de cette nouvelle architecture est là, à la fin du mois. Donc ça va être le baptême du feu, on croise les doigts, pensez à nous à ce moment-là, et voilà. Un grand merci à Malte. Je sais, il n'y a pas de transition. On s'est aperçu pendant la migration, qui a duré du coup beaucoup de temps, qu'ils avaient les mêmes problèmes que nous. Ils avaient une stack qui n'était pas sur Nuxt, eux, à l'époque. Ils étaient sur du Vue 2 et sur d'autres technos encore. Et ils ont fait le choix de passer à Nuxt 3 quand c'est sorti. Sauf que ils ont fait ce choix-là avant que Nuxt 3 sorte aussi, comme nous. Et donc, on s'est suivi un peu en parallèle sur nos migrations. On avait les mêmes écueils, on avait les mêmes pains. Et donc, régulièrement, on s'est fait des points sur Slack en meeting. Et on a même fait enregistrer un podcast avec eux, d'ailleurs, c'était marrant. Donc voilà, on a une relation maintenant beaucoup plus proche avec eux. Et ils nous ont passé des bons tuyaux et inversement. Donc, merci encore à eux. Sans transition encore. À Bordeaux, ça c'est une des salles qu'on a dans les bureaux bordelais, on a lancé des meet-up techniques qui s'appellent Backspace il n'y a pas longtemps. On va en faire régulièrement, donc peut-être pas tous les mois, hein, on est d'accord, mais je vous ai mis le lien du calendrier des meet-up pour l'instant. Ça c'est le premier qu'on a eu, justement c'était mi-octobre aussi. On a eu à peu près 40 personnes qui sont venues, on avait eu 2 talks, une table ronde. L'idée c'était d'échanger sur les façons de travailler des fronts dans l'industrie. Donc on avait réussi à faire venir des speakers de plein de boîtes différentes, de tailles différentes, de secteurs différents, pour vraiment essayer de se rendre compte de ce que c'était le métier de front dans notre entreprise. Et c'est très intéressant. Donc voilà, je vous conseille d'aller faire un tour là-dessus et de suivre les prochains meet-up. Et c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, c'est le moment. Salut, merci pour le talk. Tu as dit tout à l'heure vouloir éviter l'effet tunnel et vous avez fait 3 changements majeurs, séparation en plein d'applications, migration sur Vue 3 et... Est-ce que vous auriez pu le faire différemment en rétrospective après, comme par exemple commencer par la séparation en plusieurs applications avant de faire la migration Vue 3, ou maintenant, après cette expérience-là, tu penses encore que c'est une mauvaise idée et que c'était bien de le faire aussi gros comme ça? C'est une très bonne question et c'est la plus grosse question qui me restera. En tant que lead sur le projet, effectivement, je me pose régulièrement cette question-là. Je pense qu'effectivement, on aurait pu être moins ambitieux. On aurait pu essayer de découper avant. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment une fourmilière back market, un peu comme beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup de projets en même temps, beaucoup de projets produits, mais aussi techniques. Et on a essayé de viser les étoiles directement et se dire qu'on va le faire d'un coup. Sauf qu'on n'a pas anticipé les imprévus et on a mal anticipé en tout cas les problèmes techniques qu'on a pu avoir avec Nuxt 3 et tout l'écosystème Vue 3 en général.
Donc on a pris plus de temps que prévu et du coup ça a traîné en longueur effectivement. Donc là, je pense qu'effectivement on aurait pu être moins ambitieux, on aurait dû certainement, mais bon bah, c'est fait, on apprend et on avance. Ouais. Bonjour, très intéressant. J'avais vu la présentation par le directeur chez Malte, justement, il a parlé de leur migration. Ça me donne un peu l'impression que Nux 3, ça apporte un peu des problèmes. Genre, est-ce que l'intérêt de passer à Nux 3 marche par rapport à rester en Vue 3? Parce qu'au final, même les créateurs de Nuxlabs, j'ai pas l'impression qu'ils voient Nux 3 comme étant le remplacement à Vue, comme en React, où on dit Next, c'est Next, et tu peux pas faire du React sans Next. Est-ce que tu penses pas que ça aurait été plus simple juste de rester en Vue 3, justement pour les problèmes que tu as évoqués? Bah, pour être tout à fait transparent, quand on était dans la phase d'attente de Nux 3, on s'est posé cette question, parce que la traversée du désert a duré 1 an au début, avant que la première bêta arrive. Et on a investigué justement le fait de passer à du Vue 3 pur, parce que la page de login que j'ai montrée, qu'on est en train d'extraire, là, qu'on est en train de mettre dans le monorepo, elle existait déjà justement sur une stack à part, isolée, en Vue 3, avec Vite, et ça suffisait largement. Donc on a investigué ça, on a aussi investigué évidemment le passage à React Next, ou d'autres frameworks, hein, peu importe. Sauf que rester sur Nux, ça nous donnait quand même beaucoup d'avantages en termes de temps de migration et d'automatisme, parce qu'on soupçonne souvent pas assez les bénéfices qu'offre un framework comme Nuxt, ou comme Next, ou comme n'importe lequel. Il y a beaucoup de choses qui sont faites de façon automatique, qui ont un coût indéniable, enfin en tout cas qui nous enlèvent un coût de maintenance fort. Et donc passer à Vue 3 vite, par exemple, pour un truc vraiment manuel, ça nous aurait obligé d'avoir une équipe de 10 ingénieurs, par exemple, pour vraiment implémenter ce framework-là, gérer la maintenance derrière et les soucis qu'on aurait pu apporter, etc. Là, dans Nuxt, on a le bénéfice de toute la communauté et des années d'expérience. Effectivement, c'est pas parfait. Il y a plein de moments où on se dit c'est pas encore prêt, ou il y a un truc qui pète ou n'importe quoi, mais quand même si on est honnête et qu'on fait la balance, enfin en tout cas le choix qu'on a fait nous, c'était de rester sur Nux parce que ça apporte aussi beaucoup de bénéfices. Ouais. Et puis libre à nous de contribuer aussi et de les aider à faire avancer le framework. Donc, voilà. Salut Guillaume. Il y a un truc que j'ai pas très bien compris. Donc toute l'année que toi tu as passé tout seul dans ton coin à essayer de migrer à Nux 3, ouais. C'était le monolithe que tu essayais de migrer? Ou c'était déjà... Ouais, j'ai essayé de mettre Nuxbridge dans le monolithe. Donc c'était juste rien faire, installer le truc, et est-ce que ça marche sans rien toucher au code, quoi? Ouais, mais alors, vu qu'on était dans la traversée du désert, on avait vraiment envie d'avancer sur ce truc-là. Et donc quand j'avais un échec, du coup, je passais beaucoup de temps à essayer de le résoudre, cet échec-là, à me renseigner sur GitHub, remonter des issues, faire en sorte que j'avance, quoi, que je sois pas bloqué. Et du coup, il n'y avait pas de migration de composants, là, c'était juste installer, et est-ce que ça marche? Ouais, très bonne question aussi. Et du coup, la question d'après, c'est, tu n'as pas du tout parlé de qu'est-ce que c'était de migrer les composants, une fois que tout ça s'était réglé, le monolithe, etc., le passage d'écrire du Vue 2 à écrire du Vue 3. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, est-ce que c'était dur? Ok. Alors, c'est encore une fois très bonne question. Le Dockerfile que je préparais, effectivement, c'était pas une migration exhaustive. Parce qu'on aurait pu se dire, c'est bon, Nux 3 est sorti, je lance mon Dockerfile, le code base est migré, on passe à autre chose, quoi. Sauf que moi, ce que je faisais, c'était effectivement juste valider techniquement, est-ce que ça tourne, est-ce que ça rend une page, est-ce que j'ai des erreurs au lint, au test, etc. Mais je me suis pas amusé à migrer l'intégralité des composants derrière, évidemment. Donc cet effort-là, il fallait le faire de toute façon après. Et donc moi, mon boulot, c'était ça. Il y a une nouvelle RC qui sort, je la teste et j'essaie de résoudre les issues. Si j'ai le fixe, je le communique upstream et puis on avance, quoi. Sur le deuxième point de ta question, qu'est-ce que c'est de migrer du coup sur cette nouvelle codebase-là? Ça fait un peu Big Bang mental, parce qu'il faut passer à Vue 3, il faut passer à TypeScript, il faut passer au nouveau design system avec les nouveaux design tokens. Et après, est-ce qu'on adopte ou pas les composables? Parce qu'avant, on était en option API sur Vue. Il y a plein de choix qui ont été faits. Voilà. Donc ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de choses sur lesquelles il faut ramp up. Mais en août, l'an dernier, on a fait une war room. Donc en gros, on a pris 3 équipes avec nous dans une salle à Bordeaux et on a migré les premières pages avec eux pour se rendre compte vraiment de où en étaient les fondations migrées et qu'est-ce que c'est justement l'effort, est-ce que c'est difficile ou pas. La première heure, les gens pleuraient un peu du sang parce que justement, il y avait beaucoup de choses à se mettre en tête.
Mais dès la fin de la première journée, tout le monde était content de l'expérience de développement, tout le monde était content du résultat, c'était beaucoup moins verbeux, c'était beaucoup plus facile à lire. Et au final, les 2 jours de War Room se sont passés super bien, et du coup, ça nous a conforté dans l'idée que c'était un bon choix. Ouais. Parce que du coup, moi, je connais pas du tout Vue, et je me rends pas compte à quel point Vue 3 est différent de Vue 2, mais apparemment, c'est très, très différent. Bah, avant, Vue, pour nous, c'était avoir une Option API, donc on avait un gros objet qui était déclaré, très stringifié, un peu lourd, enfin, ça faisait un peu de JSON, si tu veux, dans le composant. Donc tu avais le template et tu avais cette espèce de classe-là. Aujourd'hui, ça ressemble plus à du React, par exemple. Tu as toujours ton template en haut, ça ne change pas, mais tu utilises des composables qui ressemblent un peu au React Hooks, si tu veux. Donc en termes de lisibilité, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus clair, on va dire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup.